Donc, on remonte un peu en arrière parce que c'est quand même ça a été très marquant, hein. C'est la crise de 2008 a vraiment accéléré le choc sur le business model des banques. Alors, je dis accéléré, hein, parce que moi j'ai fini mes études à la fin des années 80 et quand je faisais des mémoires sur le secteur, on parlait déjà des banques comme la sidérurgie de demain. Donc demain, c'est aujourd'hui, hein. Et bon, vous l'avez vu, certes, le nombre d'agences a diminué, mais c'est assez faible et on reste à un niveau d'emploi considérable. Donc voilà, la crainte d'un effondrement du secteur bancaire n'a pas été vérifiée. Et voilà, même le secteur bancaire français est devenu, je dirais, un fleuron de l'industrie. Pour autant, voilà, le chemin a été compliqué, hein, et notamment un des premiers effets de la crise financière a été une reprise en main un peu des régulateurs, hein, et, et des superviseurs à la BCE, avec un renforcement drastique des contraintes, notamment de solvabilité, c'est-à-dire le niveau des fonds propres, et de liquidité, c'est-à-dire la possibilité que vous avez de liquéfier des actifs pour faire face à des retraits massifs en cas de crise. Donc, le ratio de solvabilité, c'est le plus connu, hein, on rappelle ratio CET1, donc le ratio de solvabilité. Donc, vous voyez sur la courbe de gauche la très forte évolution, hein, de ce ratio partout en Europe, hein, particulièrement en France, en Allemagne. Voilà, il y a l'Espagne qui a eu un peu plus de mal, où voilà, les plus bas partaient d'à peine 11% pour arriver, la plupart des banques maintenant, un ratio de solvabilité supérieur à 15%. Donc, cette solvabilité, elle s'est beaucoup fait. Voilà, il y a deux façons il y a deux façons, je dirais, de constituer des fonds propres, hein. Soit c'est le modèle mutualiste, le nôtre, c'est mettre des résultats en réserve. Mais pour mettre des résultats en réserve, il faut avoir des résultats. Et puis, sur une partie des autres banques, c'est de faire appel au marché, hein, d'émettre des actions. Mais pour émettre des actions, ben, il faut qu'il y ait des souscripteurs. Et les souscripteurs, ben, ils attendent de la rentabilité, du dividende. Donc là aussi, dans les deux cas, la pression sur la solvabilité met le focus sur la rentabilité. Voilà, vous n'êtes pas solvable si vous n'êtes pas rentable. Donc il y a une forte pression sur le niveau de rentabilité des banques. Et puis, cette course un peu au fonds propre, bah, c'est une espèce de compétition, alors une compétition sectorielle, c'est-à-dire que voilà, l'investisseur, il a le choix entre les banques, mais d'autres secteurs d'activité. Donc, il faut avoir le niveau de rentabilité que d'autres secteurs peuvent avoir pour attirer des investisseurs. Et puis, c'est un peu le clin d'œil qu'il y a sur la droite de la diapo, c'est aussi une compétition internationale et voilà, c'est un document de la FBF, donc c'est des gens sérieux. Et voilà, ce que dit cette image, c'est que l'Europe s'est mis beaucoup de contraintes, hein, avec tous ces renforcements de réglementation. On parle de BAL 4, des ratios TILAC et MREL, si vous en avez entendu parler, alors que les Américains s'en sont mis un peu moins et les Chinois pas du tout. Donc voilà, donc cette compétition à l'échelle internationale, elle est un peu inégale. Donc il faut aussi avoir ça en tête, parce que ça conditionne un peu les stratégies de chaque acteur. Le principal impact de la crise, hein, ça a été de mettre les marges d'intérêt sous pression. Alors c'est un résultat. Pourquoi les marges d'intérêt? Donc la marge d'intérêt, hein, c'est la différence entre les intérêts qu'on perçoit en octroyant des prêts, hein, à la clientèle, moins les intérêts qu'on verse sur les dépôts et l'épargne, ou sur des refinancements à taux de marché, mais qui sont quelque part une forme d'épargne aussi. Et donc, la crise qui a suivi 2008 et 2011, pour en sortir, toutes les banques centrales ont une action coordonnée, hein, et ça s'est répété un peu sur la crise sanitaire, mais qui est un peu différente, qui a conduit à une très forte baisse des taux d'intérêt. Donc, vous l'avez sur le diapo de gauche, hein, la rémunération moyenne des encours de crédit. Alors, ça s'arrête à 2017, mais ça continue à baisser. Vous voyez, on est passé d'une rentabilité, d'une rémunération moyenne de 5% en 2007 avant la crise à plus de moitié moins en 2017 et on peut encore diviser par deux en 2020. Donc une forte baisse des taux au profit des emprunteurs, hein, ce qui a dynamisé l'activité économique.
mais qui a créé une forte pression sur les marges. Pourquoi? Parce que les taux, les taux de l'épargne et les taux des dépôts n'ont pas baissé dans les mêmes proportions. Et particulièrement en France, hein, la France, vous voyez, c'est la courbe vert foncé, donc c'est le pays dans lequel les taux des crédits ont le plus baissé, et c'est le pays dans lequel, et de loin, le coût moyen des encours de dépôt a le moins baissé. Pourquoi? Parce qu'en France, on a des spécificités, notamment l'épargne réglementée. Vous avez le livret A, vous avez les plans d'épargne logement qui sont très chers, qui sont complètement déconnectés des taux de marché et donc qui pèsent sur la rentabilité des banques. Donc, pour illustrer, hein, assez basiquement, on n'a pas échappé à ce mouvement-là, hein, parce que quand on regarde notre, le produit net bancaire, donc le chiffre d'affaires qu'on fait sur nos encours, hein, par là que de l'activité clientèle, et ben, la partie des commissions s'est maintenue hein, depuis 5-6 ans, aux alentours de plus de 120 millions d'euros. En revanche, on a perdu 40 millions de marge d'intérêt de fait de ce phénomène-là, et c'est le cas de tous nos concurrents. Donc, renforcement des contraintes réglementaires, qui renforce quelque part le focus mis sur la rentabilité et dans le même temps, très forte pression sur le cœur de notre métier, hein, ou au moins la moitié de notre activité, hein, l'activité collecte crédit, dont la rentabilité est durablement sur des encours. Hein, donc, ce phénomène-là va se poursuivre mécaniquement puisque les prêts qu'on a faits à des taux faibles, eh ben, ils vont courir pendant 12-13 ans. Et à cet horizon-là, on n'a pas d'espoir de voir l'épargne baisser, la rémunération de l'épargne baisser d'autant. Donc cette pression, elle existe, on y fait face. Hein, on a su faire mouvement, mais c'est pas fini. Donc il faut continuer à se préparer à ce grand changement. D'autant qu'en France, hein, on a aussi des spécificités qui n'aident pas forcément les banques, hein, et qui sont souvent très pénalisantes compte tenu d'une réglementation qui est plutôt calée sur des pratiques anglo-saxonnes qui sont très différentes des nôtres. Donc, ça renforce la complexité du sujet. Par exemple, en France, on prête aux particuliers et généralement aussi aux entreprises à taux fixe. C'est-à-dire qu'en cas de hausse des taux, par exemple, bah, le client ne paye pas plus ses prêts, c'est la banque qui assume ce risque hein, de hausse des taux. C'est pas du tout le cas dans le reste du monde bancaire. Hein. En Europe, c'est plutôt des prêts à taux variable pour le client, c'est-à-dire que c'est le client qui supporte quelque part le risque. C'est même pire que ça en vrai, hein, puisque vous le savez, les particuliers en France, il y a des lois qui encadrent les pratiques de réaménagement et de remboursement anticipé. Et quand un particulier a emprunté à taux fixe, s'il réaménage ou s'il rembourse par anticipation son crédit habitat, il ne paye pas quelque part tout ce qu'il aurait dû payer sur les intérêts. Et finalement, c'est une espèce d'asymétrie qui fait que en cas de baisse des taux, et on l'a connu, le client réaménage ou rembourse ses prêts et une partie n'est pas payée à la banque, alors qu'en cas de hausse de taux, ben, ça n'arrive jamais. Hein, le client garde son taux au plus bas. Donc, il y a cette forte asymétrie en France qui est spécifique et qui pèse encore plus sur notre modèle. La grande différence avec le modèle anglo-saxon, notamment sur l'habitat aussi, c'est qu'on finance selon la capacité à rembourser du client hein, et pas quelque part sur la valeur du bien. Et donc ça nécessite d'avoir une forte connaissance du client et c'est pas tellement valorisé dans les modèles de risque qui nous sont imposés, puisqu'ils sont eux plutôt basés sur une valorisation du bien financé. Une grande spécificité française aussi, c'est l'assurance vie, hein, qui a une fiscalité attractive. Et donc, ce qu'on collecte en assurance vie, hein, plus de 3 milliards pour la caisse sur les 10 milliards de collecte globale, c'est de l'assurance vie qui n'est pas dans le bilan de la caisse et donc qui ne sert pas à financer directement les prêts. Et donc ça, c'est une vraie caractéristique du système français et ça crée un déséquilibre collecte-crédit qui rend plus difficile par exemple l'atteinte des ratios de liquidité.
Et puis, l'épargne qui reste dans notre bilan, elle est très chère, on en a déjà parlé, hein, puisque il y a une part importante de l'épargne réglementée. Et puis une autre caractéristique héritée de l'histoire, hein, ça a toujours existé dans la banque en France, c'est qu'on a plein de subventions croisées, de péréquations, c'est-à-dire que on fait payer des services alors que d'autres sont gratuits et du coup ça brouille un peu la perception de la valeur qu'on apporte aux clients, hein, et alors ça vient historiquement il y a très longtemps de l'encadrement du crédit, hein, quand on pouvait ne distribuer qu'une partie du crédit, ben, on le faisait payer très cher et on n'attaquait pas quelque part, on le fournissait pas à l'ensemble des clients. Donc, on a pris l'habitude d'avoir des marges qui n'étaient pas forcément connectées à la réalité. Il y a toujours le ni-ni, hein, ni rémunération des dépôts à vue, ni facturation des chèques. Alors, il y a de moins en moins de chèques, mais c'est quand même un coût. Et puis, ça a ancré dans l'esprit des particuliers, hein, que la banque faisait beaucoup d'argent en ne rémunérant pas les dépôts à vue. Alors aujourd'hui, je vous rappelle que voilà, les dépôts à vue, ils coûtent à la banque, hein, puisque les taux de remplacement à la Banque centrale, c'est moins 0,50. Donc voilà, la liquidité est devenue payante, hein, et dans beaucoup de pays, ce qui est la rémunération des dépôts à vue est devenue une facturation des montants déposés. Alors, pour la grande clientèle, mais c'est quelque chose qui est en train de se diffuser. Et puis, voilà, il y a toujours une forte remise en cause et des pressions consuméristes, hein, sur des éléments marquants de notre compte de résultat, hein, tout ce qui tourne autour des frais de dysfonctionnement ou de l'assurance emprunteur, où on sait qu'on a une forte pression sur cette partie-là de nos revenus. Et puis, c'est des choses qu'on partagera tout au long des conférences, hein, des travaux, dans les différents ateliers. Les attentes des clients évoluent. Alors, je suis pas du tout exhaustif dans cette présentation, mais voilà, et, on doit tenir compte d'une part croissante des consommateurs qu'on appelle digital natives, hein, qui ont connu que le smartphone, Internet, et donc qui sont très en attente sur ces services-là, avec un fort effet générationnel. On a tout ce qui tourne autour du développement de l'économie de l'usage, hein, où la location s'impose dans beaucoup de domaines, hein, notamment dans le financement de l'automobile. Il y a des attentes de plus en plus fortes de prise en compte des impacts environnementaux. Alors ça, ce sont des attentes des clients, c'est des attentes des salariés aussi. Hein, les plus jeunes générations sont très attentives sur ce point-là. Et pour être attractif, il faut répondre à ces priorités. Et là, c'est plutôt un point d'appui, hein. La crise sanitaire, on l'a vu, hein, dans plusieurs études, a renforcé le besoin de proximité et la valeur qu'a la proximité physique. Et le lien entre voilà, les habitants d'un même territoire géographique. Donc ça, c'est quelque chose de très important compte tenu de notre modèle. Donc vous voyez, tous ces éléments, ben, ce sont autant de menaces ou d'opportunités sur nos revenus, hein. Et quand on regarde un peu le découpage de nos revenus, ben, on voit qu'il y a une grande part qui est liée aux capitaux qu'on gère, hein, donc 11 milliards de crédits, 16 milliards de collectes. Euh, et ça nous rapporte 113 millions de marge d'intérêt, donc la différence entre les intérêts qu'on reçoit et les intérêts qu'on verse, plus à peu près 19 millions de rémunération de l'assurance vie et des titres, hein, qui sont de la collecte qui n'est pas dans notre bilan, et puis 26 millions d'assurance crédit, donc voilà, l'assurance crédit, l'assurance décès, invalidité, chômage étant liée au montant des capitaux empruntés, c'est quelque part un produit qui est bien lié aux capitaux gérés. Et puis, on a toute une autre partie qui va être liée au développement du fonds de commerce, hein, donc l'équipement de nos 531 600 clients en différents produits ben, nous assure euh, des revenus tirés de l'assurance des biens et des personnes, hein, donc les assurances auto, les assurances habitat, les assurances décès, la GAV, donc c'est à peu près 27 millions de PNB. On a tout ce qui est la facturation de compte, donc ça c'est un peu notre mauvais PNB, hein, parce que c'est essentiellement de la facturation de dysfonctionnement, et vous voyez, c'est plus de 18 millions dans nos revenus. Heureusement, on a le même montant sur une facturation qui est beaucoup plus positive, hein, qui est le compte service,
donc 18,5 millions, mais dont il faut faire percevoir la valeur aux clients. Et puis toute l'activité monétique qui nous rapporte 13 millions et qui a une vraie voie de croissance. Donc voilà, ça c'est l'ensemble de nos revenus tirés, je dirais, de l'activité clientèle. Et puis on a la marge qu'on tire de nos placements et de nos participations, hein, 45,8 millions. Et l'essentiel de cette marge, elle provient pour plus de 30 millions de nos titres de participation. Et dans la participation qu'on a dans Crédit Agricole SA, et en fait, c'est le retour de la rémunération que tire le groupe collectivement sur l'ensemble des clients, donc en dehors de notre territoire, sur les grandes entreprises pour CACIB, sur Amundi avec une palette de clients beaucoup plus large que celle des caisses régionales, et sur tous les produits que nous on prescrit en financement, en crédit conso. Voilà. Et ce retour-là, c'est 30 millions dans notre produit net bancaire, donc presque 10% du produit net bancaire. Donc pourquoi on parle du business model aussi à ce stade? C'est parce que finalement, c'est aussi quelque chose qui est très regardé par la supervision, par la BCE. Donc on l'a vu tout à l'heure, hein, la BCE a contraint les banques en rehaussant grandement les ratios de fonds propres, hein. La banque dispose-t-elle de coussins suffisants pour absorber les pertes? De liquidité? La banque peut-elle couvrir les besoins de liquidité à court terme? Mais la BCE s'intéresse aussi à la gouvernance. Voilà, donc c'est quelque chose, on est euh, moins directement exposé, mais voilà, notre gouvernance très spécifique avec les caisses régionales, c'est un sujet d'interrogation pour la BCE. Et surtout, elle regarde le modèle d'activité. Donc, dans ses missions de supervision, elle interroge, alors ça se fait plutôt par le biais de Crédit Agricole et ça, mais elle s'immisce quelque part dans la gestion des banques et de plus en plus, elle interroge les banques sur leur niveau de rentabilité. Pas que pour faire des fonds propres, voilà. Et la difficulté, c'est que elle y va avec ses propres modèles, avec ses propres a priori. Et par exemple, c'est une mesure de la rentabilité qui est vraiment produit par produit, hein. Et donc, elle s'interroge particulièrement, la BCE, pour les banques françaises, sur le faible niveau de la rentabilité des crédits habitat, parce qu'elle ne regarde que la rentabilité des crédits habitat, alors que dans un modèle de banque universelle, l'habitat, c'est devenu un produit de conquête et de fidélisation, et dont le retour économique se fait aussi sur tous les produits qu'on vend à l'occasion d'une entrée en relation, par exemple, par le crédit habitat. Donc voilà, donc on est percuté par ce regard de la BCE, et donc euh, à nous de bien expliquer notre modèle et de vérifier déjà en interne, je dirais, sa soutenabilité et le fait que on continue bien à être rentable avec ce modèle. Vous voyez, la BCE, elle attend plutôt des fusions transfrontalières et des réductions du nombre d'agences, hein. C'est assez basique, assez basique. Et tout ce que je vais m'attacher à vous montrer maintenant, c'est que c'est pas la seule voie pour augmenter la rentabilité. Et ça va être tout l'objet aussi des travaux sur le business model et des travaux qu'on a déjà engagés, hein, puisque cette problématique n'est pas récente, hein. C'est quelque chose qui est très regardé depuis plusieurs années par la Banque centrale.